Europe 1. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Il était le fils d'Aliénor d'Aquitaine, Richard Cœur de Lion est donc le héros de Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'est la croisade de Richard et son retour difficile pour le moins que je vais vous raconter là dans un instant. Après quoi, nous reviendrons sur la vie du roi en compagnie du médiéviste Martin Aurèle avec lequel nous étions allés nous recueillir sur la tombe de Richard Cœur de Lion à l'abbaye de Fontevraud il y a quelques années déjà. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. « 1191 au Moyen-Orient, en Terre Sainte. Le long de la côte, dans le vent qui soulève la poussière du sable sous les pas des chevaux, l'armée des croisés avance en direction de Jérusalem. Le visage rougi par le soleil, dans une odeur de sueur et de cheval, dans le cliquetis des armures, des épées, les croisés sont au pas. Ils forment une colonne parfaitement organisée et disciplinée. À la tête de cette colonne, un homme dont le courage, la vaillance, l'autorité ont forgé la réputation, c'est Richard Ier, roi d'Angleterre. On le surnomme maintenant déjà Richard Cœur de Lion. Richard est là pour reprendre Jérusalem et la Terre Sainte à Saladin. Saladin est l'extraordinaire sultan d'Égypte. Au cours de cette troisième croisade, le roi d'Angleterre va s'illustrer par sa témérité. Un érudit d'origine kurde, Baharaddin, présentera Richard Cœur de Lion, je le cite, comme un homme de grand courage et de tempérament. Il a livré de grandes batailles et témoigné une passion brûlante pour la guerre, et son apparition semait la peur et l'épouvante dans le cœur des musulmans. Tout comme Richard, Saladin a la réputation d'être un homme courageux et cruel, autant généreux et cultivé que guerrier sanguinaire à certaines heures. Le choc entre les deux hommes et entre les troupes de ces hommes, ce choc va rester dans la mémoire comme un véritable duel de titans. C'est véritablement l'affrontement de deux guerriers hors pair. Août 1191, l'armée des croisés donc longe la côte, entourée par la flotte qui permet d'assurer le ravitaillement, par des fantassins qui tentent de protéger des éventuelles embuscades. Il y a des musulmans qui arrivent à certains endroits là où on ne les attendait pas, bien entendu. Ils essaient d'assaillir les croisés, notamment avec leurs arcs et leurs flèches. Saladin pratique la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire qu'à mesure qu'il avance, il fait détruire tout ce qui se trouve sur son chemin, de sorte que ça ne puisse en rien offrir un refuge, évidemment, à ses ennemis. Après une épuisante marche, Richard et ses troupes atteignent la ville d'Arsouf. Nous sommes là le 5 septembre 1191, et à Arsouf attend une vaste armée, celle de Saladin. Cette fois, il va bien falloir en venir aux armes. Le choc ne va pas pouvoir être évité, il va falloir se battre. Le roi d'Angleterre prévient ses hommes de la stratégie adoptée. On va attendre que les infidèles, comme on dit dans le camp chrétien, on dit la même chose, je vous rassure, exactement dans l'autre camp, que les infidèles attaquent. On ne charge pas tant que le signal n'est pas donné. L'attaque des Sarrasins va finir par survenir dans la matinée du 7 septembre. Et voici comment Georges Minois, dans sa célèbre biographie de Richard Cœur de Lion, voici comment Minois décrit ce combat, je le cite. Spectacle impressionnant que cette charge de milliers de chevaux au milieu d'une immense clameur, foule bigarrée multicolore, bannières au vent, hurlant au son des tambours et des trompettes, et bientôt décochant une pluie de flèches. Les croisés restèrent immobiles. Seuls les fantassins qui absorbent le choc ripostent à coups de flèches et de lances. Les chevaliers bouillants d'impatience attendent le signal. Les hospitaliers, qui sont les plus exposés, demandent plusieurs fois l'autorisation de charger, mais Richard refuse, et refuse pendant des heures. Il attend derrière les lignes des fantassins que les musulmans se fatiguent. Enfin, les hospitaliers n'y tiennent plus, ils s'élancent, on ne peut pas les laisser y aller seuls, alors Richard s'élance à son tour avec tous les autres, écartant et parfois écrasant les fantassins, c'est-à-dire leur propre piétaille évidemment.
Devant cette lourde charge de cavalerie, les Sarrasins sont contraints de se replier. Ils s'enfuient, c'est une victoire éclatante. On peut dire que la marche vers Jérusalem reprend triomphale. Les croisés arrivent à Jaffa, les murs de la ville ont été entièrement détruits par les hommes de Saladin, et là, l'armée de Richard commence quand même à fatiguer. Les hommes sont affamés, sont assoiffés, bien entendu. Leur morale est faible. Dans ce contexte, quelle tournure donner à la suite des opérations? Parmi les croisés, on se dispute sur la tactique à adopter. Certains soutiennent qu'il faut aller directement à Jérusalem. D'autres affirment que c'est trop dangereux, que rien n'est favorable à cette attaque. Et c'est à ce moment-là que Saladin lance une attaque surprise sur le camp des croisés à Jaffa. Cette bataille va prendre des allures héroïques. On dira que ce jour-là, Richard et ses hommes n'étaient que 300 face à toute une armée de Sarrasins et que seul contre tous, le roi d'Angleterre a vaincu des milliers de musulmans. Son corps était comme du bronze qu'aucune arme ne pouvait entailler, écrit le chroniqueur Richard de Templo. Son bras droit brandissait l'épée, donnant les coups rapides, découpant les ennemis qui chargeaient, les fendant en deux d'un côté puis de l'autre. Toujours est-il que cette nouvelle victoire ne sera pas véritablement utile pour la suite. L'armée de Saladin ne cesse de se renforcer, tandis que celle de Richard ne fait que flancher. Les points d'eau sur la route de Jérusalem ont été gravement anéantis, et quand bien même on parviendrait à prendre la ville, se dit Richard, il serait très difficile de la défendre, il serait très difficile de la garder. C'est bien beau de faire une conquête, encore faut-il ensuite être capable de l'asseoir. Une attaque de Jérusalem pourrait donc être un véritable désastre. Alors le roi d'Angleterre estime qu'il est déjà riche des exploits accomplis et il prend une décision. Son armée va faire demi-tour. C'est ainsi qu'on voit le grand Richard, le héros de cette croisade, vainqueur de Saladin. Ce cruel guerrier, nous diront nos chroniqueurs, qui semble avoir prouvé son invulnérabilité. On va voir Richard prendre le chemin du retour. Il embarque le 9 octobre 1192 pour rentrer en direction de son royaume. Un voyage qui normalement devrait être assez paisible et qui est prévu pour 2 mois. Seulement, contre toute attente, ce voyage va se révéler l'un des plus pénibles, des plus longs qu'on puisse imaginer. Ça va être un retour de croisade particulièrement terrible. Ce retour, pour Richard, va se transformer en cauchemar, un cauchemar qui va durer 1 an et demi. Je cite encore Georges Minois, à l'instar d'Ulysse, Richard ne pourra regagner sa patrie qu'après une longue odyssée jalonnée de pièges. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors Franck, vous nous racontez aujourd'hui l'incroyable épopée de la Troisième Croisade et surtout le très difficile retour de Richard Cœur de Lion. Nous sommes en 1192. Richard Cœur de Lion décide de rentrer dans son royaume car il pressent que le siège de Jérusalem serait trop dangereux. Oui. Vous venez de nous le raconter. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui expliquent la décision de son retour ? Oui, il y en a plusieurs. Vous savez, après tout, c'est un roi qui vient de partir et il ne peut pas laisser son royaume trop longtemps en son absence. D'autant plus qu'il a un frère, Jean Santerre, qui ne rêve que d'une chose, c'est que Richard ne revienne jamais et qu'il puisse lui prendre le trône pour lui-même. Donc ça inquiète évidemment Richard Cœur de Lion, qui par ailleurs a entendu dire que Philippe Auguste est le grand ami de sa jeunesse, nous y reviendrons, et il était son allié dans cette troisième croisade. Seulement Philippe maintenant aurait l'intention de faire main basse sur un certain nombre des territoires possédés par la couronne d'Angleterre dans les régions normandes, vous savez, à l'ouest du royaume de France. Donc tout ça fait qu'il n'est pas tranquille et que la difficulté d'une prise et surtout d'un maintien de Jérusalem vont lui servir de prétexte en quelque sorte pour rebrousser chemin. Il n'a pas d'ordre de s'inquiéter, parce qu'il faut vous dire que pendant son absence, Philippe Auguste n'a cessé de répandre des calomnies à son sujet. Au départ, je vous le disais, le roi de France était engagé dans la croisade aux côtés de Richard avant d'annoncer à l'été 1191 qu'il rentrait en France sous prétexte qu'il n'était pas bien, qu'il était malade. En réalité, nous dit Georges Minois, la raison, c'est qu'il se sentait humilié, à côté, éclipsé, si vous voulez, par la figure héroïque de ce roi d'Angleterre. Et il va donc
Philippe profitait de l'absence de Richard pour essayer de récupérer un certain nombre de ses possessions. Donc pendant son voyage de retour en Terre Sainte, on sait que Philippe Auguste ne reste pas inactif. Il rencontre le pape, évidemment, qui à l'époque joue un rôle absolument central, essentiel. Il rencontre l'empereur également, Henri VI, le duc d'Autriche, Léopold V de Babenberg, auquel il raconte que c'est Richard qui l'a chassé de Terre Sainte, qu'il n'est pas rentré de son propre mouvement, que le roi d'Angleterre a même tenté de l'empoisonner, qu'il n'a jamais voulu l'aider, etc. Des calomnies qui ne tombent pas dans l'oreille d'autant de sourds, puisque le duc d'Autriche notamment, Léopold de Babenberg, qui lui-même s'est senti particulièrement humilié par Richard, puisqu'il a été un peu insulté pendant la croisade, le duc d'Autriche a bien l'intention d'aider Philippe. Richard est conscient de l'ensemble de ces menaces qui pèsent sur lui lorsqu'il entame ce retour vers l'Angleterre. Il sait qu'il peut être traqué par ses adversaires. Alors, il emprunte des détours et autant qu'il peut, il essaie de ne pas se faire remarquer, si je puis dire, de passer le plus inaperçu possible et de rentrer en même temps le plus vite possible. Et c'est ainsi qu'on le voit au cours d'un périple mouvementé, après avoir affronté tempêtes et vents violents sur les mers. On voit le roi d'Angleterre, ce plus puissant souverain de la chrétienté de l'époque, traverser le continent à pied avec ses compagnons, plus ou moins déguisés, tantôt en pèlerins, tantôt en marchands. Vous voyez que c'est pas un retour de gloire. C'est le moins qu'on puisse dire. Si Richard et ses compagnons se dissimulent, il leur arrive parfois de se trahir. Et voilà ce que nous raconte Georges Minois un jour, alors que le groupe arrive dans la localité de Rast, on est donc près de Vienne. Un des compagnons de Richard va éveiller les soupçons. Il est en train d'acheter des vivres et là, n'ayant plus de menu monnaie sur lui, de fretin comme on disait, il va sortir une pièce d'or. Ça éveille tout de suite les soupçons, d'autant plus qu'on se pose des questions sur Richard, etc. Il porte par ailleurs des atours assez somptueux, ce monsieur, notamment des gants fourrés et brodés de léopard, des gants qui appartiennent à Richard, qui le font remarquer bien sûr. Les hommes du duc d'Autriche, qui sont toujours à la recherche du roi d'Angleterre, vont immédiatement profiter de l'information, bien entendu. On ne tarde pas à retrouver Richard, on s'empare de lui, on l'interroge, on le questionne, jusqu'à obtenir la cachette royale. Et en cet automne 1192, le roi d'Angleterre est donc capturé, dépouillé, emprisonné au château de Dürnstein. Le duc d'Autriche est extrêmement fier de lui. Je ne sais pas s'il a vraiment raison, entre nous, disent que c'est très glorieux d'avoir comme ça fait prisonnier un souverain qui essayait de rentrer tranquillement chez lui. En tout cas, il informe immédiatement l'empereur, qui lui-même informe le roi de France. Voilà ce que l'empereur dit à Philippe. Nous avons jugé opportun de vous informer de ce qui est arrivé à Richard, roi d'Angleterre, ennemi de notre empire et perturbateur du vôtre, enfin de votre royaume, alors qu'il traversait la mer pour revenir en ses domaines. Se rappelant la trahison, la perfidie et les maux dont il s'était rendu coupable en Terre Sainte, notre cher et bien-aimé cousin Léopold, duc d'Autriche, captura le roi dans une maison mal famée près de Vienne. Allons-y, pendant qu'on y est. Il est maintenant en notre pouvoir. Nous savons que ces nouvelles vous causeront grande joie. Oh oui, c'est la fête à la cour de France. L'immense roi d'Angleterre, qui aurait dû être applaudi sur tout le chemin de son retour et couvert de gloire, eh bien voilà qu'il est maintenant fait prisonnier et qu'on se permet d'accumuler sur lui les pires ragots. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1 cet après-midi, Franck Ferrand vous emmène sur les traces de Richard Cœur de Lion. Alors le duc d'Autriche vient de faire arrêter Richard Cœur de Lion, le roi, est prisonnier. Eh oui, exactement. Alors, on va le tenir comme ça prisonnier quelques semaines au château de Dürnstein, et puis il est livré à l'empereur Henri VI, qui le maintient en captivité. Et il y a une personne que la nouvelle, qui court à travers toute l'Europe, que la nouvelle de l'arrestation et de la captivité de Richard va rendre littéralement malade, c'est sa mère, dont je n'ai pas encore eu l'occasion de vous parler. Nous le ferons tout à l'heure avec Martin Aurel, bien entendu. Sa mère, c'est bien sûr Aliénor d'Aquitaine,
femme qui attendait impatiemment le retour de son fils tant aimé. Elle a 70 ans, Aliénor, à l'époque. Elle espérait que le retour soit prompt. Et maintenant qu'elle sait que son fils est prisonnier, elle va tout faire pour réunir l'argent de la rançon. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que l'empereur réclame pour cette rançon un montant astronomique, 100 000 marcs d'argent. C'est 2 fois le budget de la cour d'Angleterre. Vous imaginez une somme absolument colossale. Et bien qu'à cela ne tienne, Aliénor va remuer ciel et terre pour réunir cette somme gigantesque. Elle organise une sorte de collecte. Elle décrète la levée d'une taxe spéciale de 25% de tous les revenus, réquisition de la vaisselle d'or et d'argent de toutes les congrégations religieuses. Donc ça fait beaucoup d'or, ça. Elle écrit au pape pour lui demander d'agir. Elle met sur pied toute une organisation de collecte. Elle force bien sûr tous ses vassaux à cracher au bassinet. Aliénor est confrontée de plus aux manœuvres de son autre fils de Jean, Jean Santerre, qui lui essaie de perturber la collecte de la rançon. Bien entendu, il n'arrête pas de dire à tout le monde, mais de toute façon, mon frère ne rentrera jamais. Qu'est-ce que vous ne perdez pas votre temps? Je ne sais pas s'il y croit, mais en tout cas, il l'espère fortement. Donc, si Aliénor parvient tant bien que mal à déjouer les manœuvres de Jean, elle n'en éprouve pas moins de grandes difficultés à recueillir la somme exigée. Pendant ce temps, le roi de France, lui, ne perd pas de temps. Il est ravi de la captivité de Richard, il en profite pour tenter de s'emparer donc de ses possessions, il avance vers le Vexin normand et un par un maintenant, il prend les châteaux situés sur une zone frontière un peu mouvante, si vous voyez ce que je veux dire, on s'étend du côté du royaume de France, bien sûr. Richard a une crainte, c'est que Philippe Auguste s'entende avec l'empereur Henri et ne décide de le livrer. Évidemment, c'est ce qui pourrait arriver. Si Richard tombe entre les mains de Philippe Auguste, alors là, il risque de plus jamais sortir de prison. Et c'est pour éviter cela que le roi d'Angleterre essaie de négocier avec Henri VI, qui va accepter de le libérer dès janvier 1194, alors qu'on lui donnera donc cette rançon de 100 000 marcs. Et en plus, on va lui livrer des otages pour la garantie d'un paiement de 50 000 marcs supplémentaires lorsqu'il sera libéré. Lorsque Philippe Auguste apprend que l'empereur s'est mis d'accord avec Richard et que donc ce dernier va être libéré, on peut dire qu'il est terrifié. Il écrit à Jean Santerre, « Prenez garde, le diable est lâché ». Le 2 février, oui, là le message est clair. Le 2 février 1194, Richard est donc rendu à sa mère, à Mayence. Ce sont de grandes retrouvailles. Et le voilà qui bientôt, à bride abattue, s'approche du royaume d'Angleterre, où il va faire un retour triomphal. Imaginez la foule sur les côtes d'Angleterre. On accourt au-devant du souverain. Et immédiatement, la priorité, évidemment, pour Richard, c'est de rétablir son autorité. Il commence par faire le tri entre ceux qui l'ont servi et ceux qui l'ont trahi. Il va effectuer toutes sortes de réformes. Entre parenthèses, il en profite pour pressurer un peu plus ses sujets. Il faut bien vous rembourser la rançon maintenant. Il rétablit son influence sur toutes les places du royaume, des places qui jusqu'alors s'étaient entendues avec son frère Jean. Et l'on va voir Richard Cœur de Lion le 25 mars 1194, c'est-à-dire 2 mois seulement après son retour, conduire en personne une attaque contre un château dont vous avez forcément entendu le nom, le château de Nottingham. Ça fait penser à Robin des Bois, forcément. Le roi arrive au son des cors et des trompettes et portant cotte de mailles et casque protégé par un rideau de boucliers, lance immédiatement l'assaut, raconte Georges Minois. Il s'empare de l'enceinte extérieure et de la barbacane. Le lendemain, il déploie ses engins de siège ainsi que des potences où il fait pendre à la vue des défenseurs les prisonniers de la veille, avertissement de ce qui attend ceux qui poursuivraient le combat. Cette fois, plus de doute, Richard est bien de retour. Il y a une autre priorité quand même pour le roi d'Angleterre, c'est de récupérer les territoires que son rival, Philippe Auguste, lui a dérobés en son absence, des fiefs que le Plantagenet de l'autre côté les fiefs, des territoires plantagenets qui ont subi des agressions du roi de France. Richard ne perd pas une minute, il met sur pied une armée, il prépare une
une nouvelle campagne militaire. Une flotte est constituée, les troupes sont prêtes à partir. Richard n'a qu'une hâte, traverser la Manche pour tirer vengeance de son ancien allié qui l'a trahi. Philippe Auguste, à ce moment-là, se dit que les choses, la belle période est terminée. Oui, les choses vont se compliquer incontestablement. On peut dire cette fois-ci, et c'est une réalité, que le diable, oui, est lâché. Bonjour Martin Aurel, merci beaucoup d'être avec nous. On parle régulièrement de Richard Cœur de Lion, c'est assez amusant, ça revient. Bon là, il y a cette biographie de Georges Minois. On avait organisé il y a quelques années une sorte de grand colloque sur le personnage. Absolument, à l'occasion de sa mort, 1999. Ça a été évidemment un grand moment pour l'historiographie médiévale. Ce personnage de Richard était-il vraiment aussi populaire auprès de sa population, auprès des Anglais, qu'on le dit, Martin Aurel? Oui, je pense que c'est un guerrier hors pair. Il a porté très loin l'esprit de l'Angleterre, du royaume. Il a été aimé de ses guerriers, aussi bien par son audace, ses risques encourus, vous avez fait allusion à cela, que par sa proximité avec ses troupes, avec ses hommes. En même temps, il avait une mauvaise réputation aussi d'épieur, d'harasseur avec les femmes de ses hommes. Bon, c'est un personnage complexe, hein, vous l'avez comparé à Saladin, vous avez parlé de la cruauté de Saladin et celle de Richard aussi, qui a assassiné de sang-froid un certain nombre de prisonniers musulmans parce que la négociation n'avançait pas, tout comme Saladin avait tué aussi, a fait décapiter, et lui-même de ses propres mains, les Templiers des Hospitaliers qu'il avait pris à la bataille d'Athine. Hein, et c'est une période dont nous n'imaginons pas la violence. Très grande violence, hein, ce sont des durs à cuire, tous. Absolument, il y a des durs, les conditions de l'existence, puis il y a aussi ces côtés haine de classe qui est très présente chez cette aristocratie qui méprise la piétaille, qui méprise les roturiers trop souvent. Oui. Il était parti au départ avec Philippe Auguste à cette troisième croisade. Oui, Philippe et Richard avaient une relation privilégiée. Richard s'était révolté contre son propre père, Henri II Plantagenet. Il était probablement même responsable de sa mort de chagrin, de voir encore ses fils qui se révoltaient contre lui. Poussé par Aliénor, bien entendu. Bien sûr, Aliénor était en captivité et elle se réjouissait de les voir s'opposer à son propre mari. Donc Philippe alliait des signes extérieurs d'amitié de ces négociations. Il y a un texte qui a fait couler beaucoup d'encre de la part des historiens qui disent qu'ils se tenaient, Richard et Philippe, de la main, qu'ils mangeaient à la même table, qu'ils dormaient dans le même lit, ce qui est tout simplement une sorte de langage gestuel montré aux yeux de tous qu'il y a là une alliance extrêmement forte. Or tout cela tourne au vinaigre lors du séjour en Sicile où les troupes croisées, aussi bien françaises qu'anglaises, passent l'hiver. Alors peut-être c'est la faute, comme toujours il faut chercher la femme. Qui est cette femme? C'est la sœur de Richard Cœur de Lion, Jeanne, qui est la jeune veuve du roi de Sicile. Et celui qui a usurpé le trône est en guerre contre Richard. Bon, finalement, Richard s'impose, il récupère le douaire, la dot de sa sœur, mais Philippe Auguste a envie de l'épouser. Ça serait une belle alliance. Il tombe amoureux de la sœur de son allié. Exactement. Et puis il y a une autre femme aussi, la demi-sœur de Philippe Auguste, Adèle Alice, qui elle aurait dû épouser Richard. Et Richard tergiverse jusqu'à ce qu'il lâche le morceau. Il dit mon père l'a violée, je peux pas. Et elle était notre otage. Et que l'accusation soit vraie ou fausse, elle est terrifiante. Donc il n'en est pas question que. Donc à partir de là, bon, et puis il y a aussi le côté orgueil, vanité de ces guerriers qui veulent l'un briller que l'autre. Je pense, comme vous l'avez très bien dit aussi, que Philippe n'est pas à la hauteur. Hein, le fait qu'il se dérobe de Terre Sainte pour entrer dans ces terres. Il sent qu'il ne pourra pas tenir son rang à côté de l'éclatant Richard. Il a une personnalité très
très brillante, Richard Cœur de Lion. Il est très spectaculaire, très rayonnant, en fait. Absolument, il est rayonnant, il est large, il donne. C'est ce qui fait la richesse de ces gens. Dès qu'ils ont des butins, il le distribue. Il est généreux avec ses hommes, avec ses proches. Et en même temps, Philippe Auguste est très peu aimé. Il y a certes, c'est un membre de l'entourage de Richard, Guillaume le Maréchal, qui aurait dit il est plus tordu, il est plus artificieux, un ancien français, plus malin ou plus méchant que Goupil. Goupil, c'est l'ancien mot pour le renard. Ah oui. Voilà, exactement. Donc c'est la réputation. Il y en a un qui est plutôt qui réfléchit, qui est tordu, qui est politique. L'autre, c'est un guerrier qui est dans l'audace, voilà, dans les coups d'éclat. Et ça ne pouvait pas marcher ensemble, évidemment. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette croisade va arriver en Terre Sainte, contrairement à la suivante, la 4e, qui s'arrêtera à Constantinople. Là, celle-ci va bien à son terme. Comment se comporte Richard lorsqu'il arrive justement en Terre Sainte ? Et il est en situation de conquérir du territoire. Il y a un siège très important d'une ville extrêmement difficile à prendre, un siège qui a duré presque une année, la ville de Saint-Jean-d'Acre, qui est très bien fortifiée, très bien protégée aussi par les troupes turques ou kurdes ou seldjoukides qui entourent les assiégeants, dont la situation est difficile, et l'apport des Anglais, des Français, permettra de débloquer la situation. Mais vous savez, quand on prend une ville d'assaut au Moyen-Âge, on a le droit de conquête, on prend les bâtiments que l'on peut. Et là, il y a plusieurs personnes qui se disputent le butin. Donc, c'est à celui qui mettra le premier sa bannière sur tel ou tel bâtiment, sur telle ou telle partie prestigieuse ou riche de la ville. Et c'est là où il y aurait eu cet arrachage de la bannière que Léopold d'Autriche aurait subi de la part de Richard. Humiliation qui se paiera cher plus tard. Exactement, par la captivité. Donc il y a ces concurrences aussi, des intérêts très terre-à-terre aussi, matériels dans la conquête, dans le pillage. Oui. Les prisonniers là vont être cruellement assassinés. Hein. Oui, avant la bataille d'Arsuf, effectivement, les négociations entre Saladin et Richard Cœur de Lion traînent en longueur. Richard ne peut pas se permettre de transporter 2000 prisonniers. Plutôt que de les libérer, il décrète cet ordre terrifiant de les passer au fil de l'épée. Vous dites la négociation. Est-ce qu'ils se voient, les deux souverains ? Est-ce que Saladin et Richard Cœur de Lion se sont rencontrés ? On imagine la pièce de théâtre que ça ferait. Alors non, on est presque sûr qu'il ne... Mais le frère de Saladin, oui, Aladil, et justement, il a demandé même pour concrétiser la négociation la main de Jeanne. Tout le monde voulait avoir Jeanne. Finalement, c'est le comte de Toulouse qui l'épousera. Mais il y a aussi un très très beau texte qui nous raconte que quand Aladil et Richard Cœur de Lion se sont rencontrés, Richard a voulu écouter la musique sarrasine, la musique de Terre Sainte orientale, probablement parce que depuis son arrière-grand-père, Guillaume IX le Troubadour, qui avait fait des campagnes de conquête dans la péninsule ibérique, à l'Andalous, et qui était revenu avec beaucoup d'esclaves du nord de la péninsule ibérique, sarrasine, il était familiarisé avec cette musique orientale, lui-même étant troubadour. Il y a un cœur sensible sous cette armure de Richard, sous cette cuirasse. Alors, est-ce qu'il y a, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est en apprenant que la situation se compliquait en Angleterre, dans le Vexin, en France, que Richard a souhaité rentrer. Est-ce qu'il est informé quotidiennement de ce qui se passe en Europe ? Comment fait-on pour informer C'est une très bonne question et les historiens médiévistes n'ont pas toutes les réponses. Mais non. Je pense qu'il y avait des arrivages réguliers de messagers ou de courriers, puisque la supériorité des mers revient au latin, aux chrétiens. Et c'est ce qui fait la force de Richard. Ça fait aussi sa faiblesse, parce qu'au moment de conquérir Jérusalem, on est trop près, trop loin de la côte. Donc, Richard la marine n'est plus d'efficacité d'aucune. Exactement. Oui. Mais en tout cas, ça nous paraît inouï avec le recul d'imaginer que ces gens tellement loin, on n'imagine plus aujourd'hui ce que ça représente des distances pareilles. Vous imaginez au XIIe siècle des distances pareilles, ces gens arrivent à se tenir au courant à peu près de ce qui se passe chez eux. En tout cas, suffisamment pour que l'inquiétude règne et que le roi décide de rebrousser chemin sans aller jusqu'à prendre Jérusalem. Il va donc reprendre le chemin et c'est là que les choses se gâtent.
Déjà, la manière dont il s'y prend est étrange. Il va essayer de passer inaperçu. Vous allez nous raconter ça dans un instant, Martin Aurel. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire du XIIe siècle, au cœur de l'histoire de Richard Cœur de Lion cet après-midi sur Europe 1 si vous venez de nous rejoindre. Et après le voyage aller, il est temps maintenant de s'arrêter sur les conditions du voyage retour de Richard Cœur de Lion avec votre invité, l'historien médiéviste Martin Aurel. Il faut dire que ce voyage de retour va être long et compliqué. Le voyage retour de Richard Cœur de Lion ne prend pas du tout le tour glorieux qu'avait eu le voyage aller. Pourquoi cette façon de se cacher de plus en plus à mesure qu'il approche de ses propres territoires ? Oui, est-ce que c'est les aléas de la navigation qui l'ont chassé vers l'intérieur de terre? Est-ce que c'est son goût du risque aussi? Je vais faire quelque chose que personne n'a fait. Je vais traverser les territoires de mes pires ennemis, le duc d'Autriche et l'empereur romain germanique, déguisé. Est-ce que c'est la rapidité aussi de la voie sur terre à une époque de l'année où la navigation est périlleuse? Il y a tout cela, c'est difficile de savoir. Oui, nous parlons d'une période quand même tellement reculée que des trous importants existent évidemment dans les biographies et dans les événements. On ne sait pas tout de ce qui s'est passé. Ce dont on est certain, c'est de l'arrestation, de la capture de Richard qui a été trahi par un de ses hommes. Oui, et trop coquet. Oui, peut-être, mais vous savez, ces gens... vous les voyez tout de suite quand on ouvre leur tombeau, ils font 1,80 m, ils ont une carrure colossale, ils s'entraînent à la guerre depuis qu'ils sont tout petits, ils sont mieux nourris que les autres, et puis on les a éduqués à tenir leur corps. Ils ne passent pas inaperçus. Ils ne passent pas inaperçus, ils peuvent s'habiller en templier avec des haillons, mais on les voit tout de suite au coup d'œil. Ils sont presque d'une essence différente, ça c'est assez voilà, et ça affirme encore leur morgue aristocratique, leur envie d'être supérieur aux autres, par leurs actions aussi. Il y a quelque chose de grandiose dans leur prise de risque, dans leur goût de la guerre, dans leur mépris pour la vie et pour la mort. C'est cela, c'est la noblesse médiévale. Donc le duc d'Autriche se venge des humiliations qu'on a pu lui faire subir en Terre Sainte. Il détient maintenant le roi Richard. C'est quand même assez étrange d'ailleurs comme procédé. C'est complètement un désaccord avec les règles les plus élémentaires de l'époque, parce qu'un croisé c'est un pèlerin. Il a un statut quasi clérical comme un prêtre. Il bénéficie normalement d'une forme d'immunité. Absolument, et le pape Célestin excommuniera donc tous ces gens qui ont osé un tel acte. Même Aliénor a écrit une lettre superbe, la mère de Richard, où elle parle avec les tripes, elle parle en tant que mère. Déjà, elle se dit Aliénor, non pas par la grâce de Dieu, mais par la colère de Dieu, comme si Dieu lui avait rendu un mauvais service d'être reine d'Angleterre par la colère de Dieu. Et puis, elle écrit au pape, et ça revient comme une ritournelle, « Rends-moi mon fils, le fils de mes entrailles ». Parce qu'elle accuse le pape d'être de mèche avec l'empereur. Oui, c'est ça, de ne pas être assez rapide dans les excommunications, dans le rappel des droits des croisés, des pèlerins, oui, tout à fait. Le pape a beaucoup trop tergiversé, il ne savait pas très bien ce qu'il fallait faire. Philippe Auguste, lui, est de retour depuis longtemps de cette croisade avortée, et il a mis à profit la longue absence de Richard pour essayer de lui tailler des croupières sur le continent et de récupérer un certain nombre des possessions continentales de la couronne d'Angleterre. Pas oublier qu'on est encore à l'époque anglo-normande, si je puis dire. Il y a pas mal de territoires normands qui sont anglais en vérité. Oui, toute la Normandie est anglaise, et on a le texte de l'hommage prêté par Jean Santerre. Vous voyez ce que c'est qu'un hommage, on se met à genoux, les mains jointes, le Seigneur prend vos mains dans les siennes comme s'il s'appropriait de votre personne. Jean s'est livré à cet acte devant Philippe Auguste et devient son homme, et en contrepartie il accepte qu'il devienne roi d'Angleterre, s'il en a le droit en tout cas, propriétaire des possessions françaises de son frère Richard, et surtout Jean lui cède pour ce pacte la Normandie tout entière. Et il récupère aussi du coup la main de Adèle Alice que Richard n'a pas voulu épouser. Donc vous voyez, c'est quand même une trahison terrifiante. C'est le péché originel véritablement de Jean Santerre qui sera méprisé à cause de cela toute sa vie. Il faut reconnaître que son attitude est invraisemblable. Il prend la place de son frère.
il trahit littéralement la mémoire de son frère, mais qui est encore en vie, bien entendu, qui maintenant va être en captivité. Il s'entend avec l'ancien allié de son frère qui est devenu maintenant son ennemi. C'est quand même invraisemblable. Oui, c'est invraisemblable. Alors on peut lui trouver toujours des excuses. On dit peut-être qu'il appartient à la famille d'Anjou, ou plusieurs comtes d'Anjou sont partis en Terre Sainte pour devenir roi, pour rester sur place. On peut dire aussi que la captivité... Oui, donc il avait l'habitude que le départ en croisade soit un départ définitif, en fait. Dans son esprit, son frère ne devait pas revenir. Oui, tout à fait. Puis son frère avait choisi à un moment son propre neveu, Arthur de Bretagne, plutôt que son frère Jean. Bon, on peut toujours lui trouver des excuses, mais quand on y réfléchit, et la noblesse lui en voudra à mort, c'est un acte innommable. Mais c'est pas beaucoup plus brillant de voir ce que fait Philippe Auguste. Philippe ne se comporte pas beaucoup mieux que le frère de Richard, Jean Santerre. Oui, tout à fait d'accord avec vous. Mais alors, bon, peut-être on peut se dire, avec des préjugés un peu a posteriori nationalistes, Philippe Auguste est conscient de la France qu'il doit faire, qu'il doit créer. Ce sont les tout débuts de la nation, Philippe Exactement. Auguste. 1214, Bouvines, on n'y est pas encore, là, d'ailleurs. Voilà, on n'y est pas encore, mais il y a par exemple la fleur de lys qui commence à apparaître, les origines troyennes des Francs, des Français, donc des mythes, des origines, le souvenir de l'histoire de la Gaule, avec la redécouverte de l'historiographie latine, ancienne, des classique de Jules César. Donc on est dans un monde où les choses sont en train de changer. Puis Philippe Auguste est très bon sur le plan administratif. Au cours des années 1190, il commence donc à imiter les Anglais et à savoir percevoir des impôts, à savoir utiliser une bureaucratie, des textes efficacement. En quelque sorte, le modèle normand qui s'était imprégné de l'ancienne administration gallo-romaine revient à Philippe via l'Angleterre. C'est assez fascinant, cet effet de miroir entre France et Angleterre, entre ces deux côtés de la Manche. On a souvent insisté sur la dureté de l'opposition, de l'affrontement entre France et Angleterre. On a oublié de montrer à quel point ces deux royaumes s'étaient construits mutuellement. C'est assez extraordinaire. Ça, bon, je ferme cette petite parenthèse de grande histoire pour revenir au caractère même de Philippe Auguste. Comment expliquer qu'il ne se soit pas directement entendu avec le pape et avec l'empereur pour que Richard reste en captivité? Sans doute a-t-il essayé, mais Richard avait des atouts. D'une part, la rançon. L'Angleterre sait percevoir des impôts. Aliénor d'Aquitaine s'y est très bien pris. Le pape, malgré tout, a une conscience. Il a vu que la situation était d'une grande injustice. Et puis, Richard a prêté l'hommage à l'empereur, y compris pour Chypre, qu'il venait de conquérir. Donc l'empereur se retrouve tout à coup seigneur de Chypre. D'ailleurs, Chypre, c'est aussi une des causes du problème avec Léopold d'Autriche, puisque c'est un Comnène qui est le maître, donc un membre de la grande famille des empereurs de Byzance, qui est à la tête. Et Léopold est aussi apparenté par les mariages, tout comme l'empereur avec les Comnènes. Donc vous voyez, tout cela fait que à la fin, il a craqué, il a lâché le diable, comme disent les textes de l'époque. C'est magnifique parce qu'on a des zones entières d'ombre dans cette affaire, mais en même temps, on connaît les tenants et les aboutissants, les relations familiales, les alliances entre les uns et les autres qu'on peut reconstituer à tant de siècles d'écart. C'est tout simplement passionnant. Il y a une femme qui va s'opposer évidemment à la force des choses, c'est la célèbre Aliénor d'Aquitaine, c'est la mère de Richard, qui va aller chercher son grand garçon dans sa prison. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire de Richard Cœur de Lion cet après-midi sur Europe 1 avec votre invité, l'historien médiéviste Martin Aurel. Nous allons plus loin. Richard Cœur de Lion, prisonnier, est sauvé grâce à sa maman. Eh oui, maman est toujours là. Il faut dire qu'il y a un lien très fort entre cette reine extraordinaire, Aliénor d'Aquitaine, 2 fois reine de France, puis reine d'Angleterre, et puis son fils préféré, parce qu'il est vraiment son chouchou, on peut dire, Richard. Telle mère, tel fils, il lui donne beaucoup. D'ailleurs, il a appris à gouverner, à faire la guerre en Poitou. Richard a été comte de Poitiers avec Aliénor qui était tout près de lui, puisqu'elle est duchesse d'Aquitaine, comtesse de Poitiers. Et c'est elle qui l'a formé, qui lui a donné par exemple le goût de la poésie, parce que Richard sait composer des chansons de troubadour. C'est presque un troubadour, voilà, un troubadour qui fait de la propagande aussi avant la lettre, puisqu'il compose une chanson pour demander payez la rançon, libérez-moi, si ça vous était arrivé, moi je me serais saigné à vif pour venir vous secourir. Donc c'est un peu le refrain de cette chanson.
Il se ressemble. Hein, c'est même cette sorte de révolte à répétition contre le mari d'Aliénor, Henri II. C'est très souvent commandité par Aliénor elle. a dressé ses fils contre leur père, donc contre son deuxième mari. Mais on peut dire de Richard il est celui qui a le mieux épousé la légende de sa mère. Hein. Il est totalement du point de vue de sa mère. Il la suit d'une certaine manière. Et là, à 70 ans, on va la voir remonter à cheval et faire le tour de toutes ses possessions pour récupérer cette gigantesque rançon qu'elle va porter elle-même là-bas à Mayence pour voir son fils libéré. C'est attesté. Et même, il ne faut pas oublier que 5 ans auparavant, elle était allée jusqu'en Sicile, jusqu'au sud de l'Italie, pour lui amener sa fiancée, Bérengère de Navarre, qu'elle était allée chercher, tout comme ensuite elle ira chercher une autre de ses petites filles, enfin une de ses petites filles, Blanche de Castille. Blanche de Castille, bien sûr. Voilà, donc c'était une femme qui est tout le temps à cheval. Elle avait fait déjà la seconde croisade, elle était allée à Jérusalem, à Constantinople, elle a été partout, une grande voyageuse. Alors donc elle retrouve son fils, ça doit être un grand moment, ça bien sûr, oui. Elle le libère, il peut rentrer, et là ça va être en quelque sorte, c'est un peu le diable est lâché, disait Minois, et là ça va être on va solder les comptes. Alors d'abord régler son compte aux frères. Voilà, Jean est lâché par tout le monde puisque le prince Jean, c'est le prince Jean de Robin des Bois. De Robin des Bois, oui, bien sûr. Voilà, n'est pas présentable. Donc, mais ce qui est là encore grandiose de la part de Richard, c'est qu'il s'est pardonné. Ils se sont rencontrés à Lisieux. C'est toujours le biographe de Guillaume le Maréchal qui raconte la scène. Jean se jette à ses pieds quand il voit son frère. Son frère le soulève, il l'embrasse et lui dit « Jean, tu n'es qu'un adolescent, tu n'es qu'un enfant. » En fait, il avait déjà presque la vingtaine, puisqu'il est de 66, ou en tout cas, il avait plus de 18 ans. C'est tes conseillers qui t'ont trompé, ceux qui vont payer. Donc, et ensuite, ils mangent ensemble, parce que manger ensemble, c'est aussi un acte qui a une profonde signification. C'est la réconciliation. La réconciliation, on connaît même le menu, il y a eu du saumon, donc grâce à ce récit, donc importance du geste. C'est sûr que... Il a bon cœur, hein, le roi Richard. Voilà, c'est vrai. Décidément, mais on va pas réussir à lui trouver un défaut. Pour l'instant, il n'y en a pas. Quand même, il peut se montrer très rancunier, en l'occurrence envers Philippe de France, Philippe Auguste. Exactement. À partir de là, c'est la guerre. Là, c'est la guerre entre les deux amis d'hier. En fait, c'est terrible cette affaire. Et une guerre où c'est toujours Richard qui gagne. Le moindre affrontement, Philippe Auguste se fait battre. Est-ce que il partait perdant parce qu'il y avait la mauvaise conscience de la part de ses troupes d'avoir trahi un croisé? Il y a la bataille de Fredval. Où une partie des archives de Philippe Auguste partent dans l'eau d'une rivière. Et à partir de là, la légende veut que Philippe, mais ce n'est pas sûr, ait décidé que désormais les archives seront dans le château du Louvre et on va les garder en copie. En fait, c'est une légende parce que les Anglais avaient commencé déjà, c'est ce qu'on appelle l'enregistrement, où le pape aussi était en train de le commencer, l'idée que quand vous faites un document... Le début des archives administratives, en fait. Voilà, il faut garder une copie par devers soi parce que, et comme ça, donc ça a commencé à partir de ce moment-là, donc... mais il y a aussi des batailles en Limousin, dans le Berry, près de Châteauroux, où c'est toujours Richard qui l'emporte contre Philippe Auguste. C'est terrible ça finalement. Ce pauvre Philippe n'aura cessé de se confronter à ce prince plus brillant, plus fort que lui, ce Richard d'Angleterre contre Philippe de France. C'est une belle histoire quand même, avec évidemment la construction par les Anglais de quelques forteresses extraordinaires destinées à empêcher le roi de France d'entrer sur leur possession continentale. La plus célèbre de toutes évidemment, elle se trouve aux Andelys, dans cette boucle de la Seine. C'est un des plus beaux sites de France, ça c'est une merveille absolue, ce qu'on appelle Château-Gaillard. Château-Gaillard, c'est Richard lui-même qui a suivi les travaux. Richard a vu en Terre Sainte des forteresses colossales, que ce soit de la part des Ayyoubides, des parents de Saladin, qui avaient une très très longue expérience depuis les Assyriens. Ils savaient construire des forteresses, ou que ce soit de la part des croisés, des Latins installés en Terre Sainte, parce qu'ils sont en minorité, ils sont en terre étrangère. Comment ils font pour dominer ce territoire? D'une part, ils inventent une troupe voués à la guerre et non pas des féodaux qui vivent 40 jours et puis disparaissent. Donc, ce sont les Templiers et les Hospitaliers qui font vœu de célibat pour se consacrer entièrement à la guerre. Et puis, d'autre part, grâce à ce maillage de forteresses extrêmement puissantes, donc ils transfèrent tout ce savoir-faire, enfin le gros mot est
polyorcétique, le grand mot. Donc c'est savoir-faire de l'histoire des sièges. Oui, des batailles et des sièges. Batailles de prendre sièges. les villes, ça Voilà. c'est la grande affaire. Alors justement, le 23 mars 1199, vous me voyez venir, le roi Richard est en train d'assiéger le château de Chalut. Il va sortir pendant la nuit, il a soif sans doute, on imagine, on ne sait pas. Enfin, puis, il sort de sa tente, il est en chemise, il n'a pas de cuirasse. Et que se passe-t-il? C'est incroyable. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, très souvent, les arbalétriers ou les archers ont quelqu'un qui porte le bouclier à leur place, puisqu'ils sont occupés à armer leur arc. Et donc, ils commencent à narguer un arbalétrier qui est sur les murs de Chalut. Mais la blague tourne au désastre, puisqu'il reçoit une flèche. En fait, au départ, c'était un défi idiot, c'est ça? C'est un défi idiot, un risque de plus. Après tout, il en avait tellement pris, il avait pris des châteaux d'assaut. Il se croyait invulnérable, en fait. Voilà, donc pourquoi pas un de plus. Et puis, ça, au bout de 15 jours, donc gangrène. Donc, il se prend une flèche, enfin un carreau d'arbalète, comme on dit, dans le cou, c'est ça? Entre le cou et l'avant-bras, oui, qui est mal. Il n'arrive pas à bien l'enlever. Le médecin ne fait pas bien son travail, paraît-il, et ça s'infecte, c'est la gangrène. Et sa mère a le temps de revenir pour voir quelles sont ses dernières volontés. Est-ce que ça sera Jean, elle est toujours le même Jean Santerre, voilà, oui. Le fils Jean qui prenne la suite, l'héritage? Est-ce que c'est le petit-fils d'Aliénor, le neveu de Richard, Arthur de Bretagne? Finalement, il penche pour Jean Santerre. Arthur de Bretagne est trop proche de la cour de France, en fait, c'est ça? C'est exactement la raison, oui. Donc il vaut mieux, tant pis, il vaut mieux un mauvais prince anglais qu'un bon prince qui serait trop proche des Français, c'est ça l'idée. Donc il meurt le 6 avril 1199, donc après 11 jours d'une agonie effrayante, et pour un geste stupide, c'est quand même inouï la mort de... Inouï, cet homme qui a à peine 40 ans, si je ne me trompe. Ben oui. Et qui a pris tellement de risques. Alors lui, il décide aussi ce qu'il va faire de son corps. Son corps, il le donne à Fontevraud, puisque sa mère avait décidé que dans ce monastère à la frontière de l'Anjou, de la Touraine... Il y est toujours, nous sommes allés le vérifier ensemble. Exactement, le gisant. Et puis le cœur à Rouen, parce qu'il aimait beaucoup les Normands, les entrailles, les tripes, eh bien, ce qu'il y a de plus méprisable, il le laisse aux Limousins, au Poitevin, puisque c'est des traîtres, dit-il, qui l'ont tué, qui se sont toujours révoltés contre lui. Merci beaucoup, Martin Aurel. Vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage sur l'Empire des Plantagenets, Martin Aurel, nous ne l'avons pas dit tout à l'heure. Merci beaucoup, Anissa. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle rediffusion. À demain.